La future Renault 5 sera enfin présentée en février au salon de Genève. Enfin, car cela fait maintenant 3 ans que Renault nous la tease à droite à gauche. Un coup on voit un phare, un autre un bout de pare-choc ou encore l'indicateur de charge. Ces annonces n'en finissent plus de finir et nous, on commence à se lasser de cette future R5 avant même sa sortie. Tout cela est une très bonne excuse pour parler de la vraie R5, celle qui sera une révolution dans les années 70, un coup de génie et qu'aucune voiture, aussi bonne soit-elle, ne pourra détrôner, car c'est elle qui donnera à Renault une image branchée dans les années 70 et fera passer Peugeot pour un constructeur de voitures de vieux pendant de longues années. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui risque d'être la plus longue de la chaîne. Mais avant de vous parler de la Renault 5, je vous invite à vous rendre sur le site de Vintage Drivers. Vous y trouverez plein de vêtements, d'accessoires, de décorations pour les passionnés d'automobile que nous sommes. Vous y trouverez notamment cette très belle montre, là, de la marque française Start Your Engine. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo, évidemment. Et maintenant, je vais vous parler d'un temps que les moins de 35 ans n'ont pas connu. Oui, j'en fais partie. Un drôle de temps où conduire une Renault 5, c'était déjà avoir un peu réussi sa vie. On portait des pattes def, on était un jeune cadre dynamique, mais on roulait en Renault 5. Tout comme le jeune petit trader sans scrupules roulera en E30 la décennie suivante. En 1972, on pouvait enfin rouler branché grâce à la Renault 5 sans se taper la honte avec la même voiture que la grand-mère, comme par exemple une 2 chevaux ou encore une Renault 4. Et enfin, on pouvait avoir une petite voiture pas chère qui ressemblait à son époque. Elle était rondouillarde, elle collait bien à l'architecture des villes nouvelles, au périph' que Messmer inaugurait 1 an plus tard. On entrait dans la modernité. Même sa concurrente, la 104, semblait d'une autre époque, trop carrée, trop provinciale. La 5, elle, c'était l'avenir, le rond, le rigolo, la bande dessinée, la jeunesse, bref, c'était pop. Et la 5 aura eu droit à tout. Des versions Alpine et Alpine Turbo, voire Gordini Outre-Manche, ou encore Lauréate Turbo, des versions tricorps en Espagne sous le nom de Siete, des versions en rallye, des versions avec un gros derrière et au moteur central, une version Pace Car, une version pour les États-Unis dénommée Le Car, des versions à 6 roues, sans parler des trucs bizarres de petits artisans, comme Marcadier ou bien Laurence, qui ferait passer une Baccara pour une Dacia d'ailleurs, et même une version plumard avec la Le Car Van, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Bref, la Renault 5, vous l'aurez compris, il y en avait pour tous les goûts, et aujourd'hui nous allons parler des versions les plus intéressantes. Et ça en fait déjà pas mal, et on pourra pas parler de toutes les versions intéressantes, parce que sinon la vidéo ferait à peu près 6h30. Et d'ailleurs, nous terminerons cette vidéo avec la Renault 5 qui sera produite jusqu'en 2008 sous le doux nom de Sepang PK. 2008, c'était hier, hein? Et il y avait encore des Renault 5. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Et nous verrons aussi pourquoi il aura fallu attendre 7 ans pour que la petite Renault ait des portes à l'arrière, contrairement à la Peugeot 104 qui, elle, avait 4 portes dès le début. Et vous verrez, il y a un petit lien entre les deux. Mais tout d'abord, il y avait du génie dans la Renault 5, et avant tout dans le design de l'auto. Il a fallu tout le talent du regretté Michel Bouet pour réussir à dessiner une citadine aussi innovante, aussi fraîche, aussi séduisante, aussi dans le vent, le tout en reprenant des éléments issus d'une 4L essentiellement rurale et résolument utilitaire dans son dessin comme dans sa philosophie générale. La 5 a été un benchmark absolu, allant même jusqu'à représenter à certains moments à elle seule 18% du marché français, une performance qu'on ne reverra plus. Alors pourtant, elle n'était pas exempte de défauts. Mais avec la Fiat 127 ou la Peugeot 104, elle a été la pionnière d'un segment dont la politique fiscale traditionnellement défavorable aux grosses cylindrées a favorisé le développement des ventes. Contrairement à la plupart de ses rivales, cantonnées le plus souvent à 2 ou 3 niveaux de puissance et pas beaucoup plus de variantes d'équipement, comme je vous le disais, la R5 a su démultiplier son offre,
De la sorte, à l'apogée de sa carrière, elle pouvait tout aussi bien s'adresser à un jeune permis sans un rond dans sa version de base, dramatiquement sous-motorisé et dépouillé au-delà de l'imaginable, ainsi qu'au conducteur sportif lorsqu'elle se dénommait Alpine Turbo, à la mère de famille férue de praticité et d'économie qui choisissait souvent une GTL, qu'au bon vivant amateur de luxe assumé qui prendrait alors une TX qui aura été la première citadine équipée en série d'une direction assistée. Quelle belle époque! Quelle belle époque, car vous vous en souvenez peut-être, mais quand on était gamin, et j'ai même moi connu ça aussi, si, on pouvait deviner le niveau de revenu ou la passion du conducteur d'une voiture juste avec un petit logo sur la malle arrière. Par exemple, si vos parents avaient une voiture dont le logo L était collé sur le coffre, vous aviez 95% de chance pour être jaloux de votre camarade de classe dont les parents avaient strictement la même voiture mais avec des lettres bien différentes. GTL par exemple. Ou mieux, GTX. Parce que oui, sur la GTX, il y avait les anti-brouillards à l'avant et l'horloge numérique. Que voulez-vous, on se contentait de peu de choses à l'époque. Mais on était content. Cette diversification a commencé relativement tôt dans la carrière de la Renault 5, et dès le mois d'avril 1974, pour être précis, avec une LS à la destinée éphémère, mais aux caractéristiques prometteuses. Déjà, les ingénieurs de Renault ont toujours su déployer des trésors d'inventivité pour exploiter au mieux les composants qui étaient disponibles sur les étagères. Et bien souvent, des éléments plutôt rustiques. Et quand on regarde la fiche technique d'une LS, à première vue, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Son moteur n'est autre que le sempiternel Cléon fonte, mais dans une cylindrée alors inédite dans une voiture aussi légère, ces 1289 cm3 sont en effet directement issus de la Renault 12 TS, et il délivre la confortable puissance de 64 chevaux. Alors ok, ça peut faire sourire aujourd'hui, mais 64 chevaux, c'était quasiment le double de puissance que la Renault 5 de base. Et elle devient donc une véritable petite routière, capable de dépasser les 150 km/h, vitesse inaccessible à la plupart de ses concurrentes, et même aujourd'hui, une Fiat i500 Abarth, elle n'atteint pas les 150 km/h. Oui, j'ai un peu de mal avec cette voiture. Alors la LS ne fera pas long feu, puisqu'elle sera produite seulement 1 an, à peine, mais au-delà de sa grande rareté, elle recèle de nombreux détails. Par exemple, la planche de bord, dite à grain lunaire, au tableau de bord élargi et enrichi d'un contour aux jantes spécifiques, à l'assistance au freinage, à l'essuie-glace arrière ou au levier de vitesse au plancher. Mon Dieu, quelle abondance! Ce levier commande une boîte au rapport adapté, même si elle ne compte toujours que 4 rapports. Enfin, sur le capot, près du projecteur gauche, un gros logo LS vient rappeler que ce n'est pas la même R5 que celle du copain. Cette LS incarne le jalon d'une série de R5 qui se situe à la lisière de la sportivité. Sa clientèle n'est pas la même que celle des déclinaisons plus modestement motorisées. En effet, la cible est relativement étroite. La catégorie des GTI n'existe pas encore, mais bientôt la 5 Alpine viendra s'y coller. Et la LS est conçue pour des gens finalement qui aiment conduire et qui, en dépit du choc pétrolier et des limitations de vitesse, refusent de circonscrire l'automobile à un rôle exclusivement utilitaire, mais sans être non plus des pilotes dans l'âme. La LS sera donc remplacée au bout d'1 an par la TS au printemps 1975 et ne se différencie que par des petits détails. Les plus visibles concernent les sièges qui intègrent l'appui-tête. Plus jolis à contempler, ils sont aussi beaucoup plus confortables, démontrant que l'on peut très bien avoir un style dynamique sans pour autant proposer la souplesse d'un bout de bois. Sur le haillon apparaissent des feux de recul qui viennent astucieusement prolonger les éclaireurs de la plaque d'immatriculation, un attachant gimmick d'ailleurs qui perdurera jusqu'à la fin de la vie de la 5. Simultanément, le visage de la voiture retrouve un certain anonymat en perdant le lettrage sur le capot notamment de sa devancière. Et durant ces 8 années de production, la TS ne va évoluer que modérément. L'apparition successive des Alpine, Alpine Turbo puis TX va progressivement la reléguer dans un rôle de cœur de gamme.
Au début de l'été 79, la TS, dont de rares exemplaires à 5 portes seront fabriqués, bénéficie comme le reste de la gamme d'un renouvellement de son tableau de bord. Renonçant à la simplicité monacale de la planche de bord originelle, Michel Vellet dessine alors un ensemble sensiblement plus mature, fonctionnel, d'une sophistication inédite dans ce segment de marché, et le modèle poursuit sa route sans autre changement significatif jusqu'au millésime 1982, lorsque sa cylindrée passe à 1397 cm3 pour une puissance quasiment inchangée. C'est le moment où apparaît très tardivement une boîte à 5 vitesses, et cette version de l'ATS plus coupleuse présente un typage partiellement renouvelé, autorisant une conduite plus coolée, plus douce, plus smooth. Smooth. Le TH en anglais, c'est toujours un truc, je sais même pas pourquoi j'essaye, à chaque fois je sais pas le faire. Smooth. Bon, il n'empêche qu'à ce moment-là, la Renault 5 est plutôt périmée, et surtout la Super 5 commence à pointer le bout de son nez. Et l'ATS achève sa carrière en décembre 1983 avec plus de 400 000 exemplaires produits en 3 portes et 1574 en 5 portes. Une rareté. Malgré des volumes de production impressionnants compte tenu de la singularité de sa vocation à mi-chemin entre élitisme et pragmatisme, l'ATS a disparu de la circulation comme toutes les autres R5 d'ailleurs. Le refrain est bien connu, la corrosion et les primes successives à la casse auront eu raison d'elle. Alors si vous aimez les couleurs criardes, je vous conseille cette version de TS qui est à mon avis la plus désirable, la série limitée Monte Carlo, éditée à 2400 exemplaires en 1978 afin de commémorer la victoire de Jean Ragnotti en groupe 2 lors de l'épreuve éponyme. La caisse est peinte en jaune tournesol, les boucliers et les bas de caisse sont rouges, tandis que le toit est traité en noir mat. La panoplie est complétée par des strippings spécifiques, des jantes Ferga et un bouclier à avant de R5 Alpine intégrant des projecteurs longue portée. Et quand vous aviez des projecteurs longue portée, vous pesiez dans le game. Bref, cette série spéciale Monte Carlo est un bonheur de discrétion, mais ce n'est rien comparé à la Renault 5 Turbo dont nous allons parler juste après l'Alpine Turbo. Revenons donc cette fois-ci en septembre 1975 au salon de Francfort précisément, lorsque fut présentée une certaine Golf GTI. Cette voiture emblématique arrivera à remplacer dans les cœurs sportifs les R8 ou R12 Gordini ou encore les Simca 1000 Rally, tandis que les Peugeot 104 ZS ou ZS2 et Renault 5 Alpine ont du mal à rivaliser malgré un certain chauvinisme de la clientèle. Renault est converti au turbo depuis son arrivée en Formule 1 et décide de le cuisiner à toutes les sauces, et ils se disent que ça pourrait être pas mal dans la Renault 5 d'y mettre un gros turbo pour aller taquiner voire déglinguer de la Golf GTI. Bon ok, la 5 Alpine Turbo conserve le même moteur Cléon que l'Alpine de base, mais avec son turbo Garrett T3, elle en tire 17 chevaux de plus, et avec 110 canassons sous le capot, la cavalerie rattrape sa concurrente Teuton. Elle sera présentée en 1981 et elle se refuse à l'injection, préférant les bons vieux carburateurs. Alors 185 km/h en vitesse de pointe, certes, mais au même moment, la Golf GTI passe au 1,8 litre et obtient donc 112 chevaux qui sont beaucoup plus coupleux, beaucoup plus doux, beaucoup plus polyvalents. De toute façon, la Renault 5 est en fin de carrière et l'Alpine Turbo ne sera donc produite qu'entre 1981 et 1984, mais se vendra tout de même à 23 425 exemplaires, en comptant la rare Renault 5 Lauréate Turbo, produite au début de l'année 84, version low cost si on peut dire, mais dotée du même caractère. La 5 Alpine Turbo tire sa révérence alors que la 205 GTI pointe son nez sur le marché. La clientèle cherche désormais des sportives polyvalentes à injection, sans temps de réponse du turbo, à l'aise dans les virages comme en ville. La petite Renault, elle est plus joueuse, plus coquine et finalement plus à l'ancienne. C'était un handicap à l'époque, mais peut-être un avantage aujourd'hui. Et bon, évidemment, on peut pas faire une vidéo sur la Renault 5 sans parler de la Renault 5 Turbo.
Cette fois-ci, on remonte en 1976 lors de la création de l'entité Renault Sport qui disparaîtra d'ailleurs il y a peu de temps. Et dans cette entité, il y a un ambitieux programme et dans ce programme, on trouve quoi? Un retour en championnat du monde des rallyes. Rien que ça. Alors imaginez un peu la réunion chez Renault Sport à cette époque. Bon ok les gars, cette année on se relance en rallye, donc il nous faut une petite voiture, agile dans les virages. On va prendre la R5. Par contre il nous faut un gros moteur, parce qu'avec 93 chevaux on va pas aller bien loin. On a quoi là en stock là qu'on pourrait mettre dans la R5? Un gros moteur, un gros truc. Un truc qui envoie du bois quoi. Ben on a le V6 PRV. Oui bien sûr, cette daube infâme qui sait même pas tenir un ralenti, non c'est bon ça ira. Ah non, avec quelques réglages il tient, non? Non, tu me trouves autre chose. Ah, sinon on peut toujours mettre un turbo sur le moteur de 93 chevaux. Je pense qu'avec quelques réglages, on peut peut-être avoir 120, 130 chevaux. 120 chevaux, 130 chevaux, non, je veux 160. Minimum. Ouais, enfin, on a un autre problème. Un problème? Non, il y a que des solutions. Ouais, non mais, chef, la R5, c'est une traction. Nous, il nous faut une propulsion pour faire du rallye. Très bien. Bon, moi, je vous laisse. J'ai rendez-vous chez le notaire. Pour la propulsion, t'as qu'à faire simple. Tu mets le moteur à l'arrière. Plus simple. Oui. Ouais, plus simple. Bien sûr. Oui. Bah voyons. Merci à tous. Bref, je schématise un peu, mais grâce au talent des ingénieurs, qui était bien plus élevé que le mien en jeu d'acteur, ils y arriveront. La base est le moteur qui équipe donc la 5 Alpine, mais avec son injection Bosch K-Jetronic et son turbo Garrett T3, la Renault 5 Turbo dispose de 160 chevaux à 6000 tours minute, soit une progression de 72% par rapport à la 5 Alpine, le couple maximal de 220 Nm étant quant à lui atteint à 3250 tours. Côté design, dès le début de 1978, Berton livre une première maquette dessinée par Marcello Gandini sur la base des premiers dessins réalisés chez Renault sous la direction de Robert Opron qui dirige le centre style de la firme depuis son départ de chez Citroën en 1975. À l'extérieur comme dans l'habitacle, l'auto trouve ainsi très vite sa physionomie quasi définitive, avec ses ailes généreusement renflées, ses extracteurs d'air et un tableau de bord inédit, digne d'un concept car et qui atteindra cependant le stade de la production en série. L'apparence générale de la R5 est toutefois préservée et le modèle demeure immédiatement identifiable. Et si on accepte la malheureuse et éphémère Talbot Agora SX, la Renault 5 Turbo était tout simplement la voiture la plus puissante de toute la production automobile française. Elle est dévoilée dans sa version définitive en 1980 et est commercialisée au tarif de 115 000 francs, soit environ 53 000 € d'aujourd'hui, soit 4 fois le prix d'une Renault 5 de base. Et le modèle s'avère également plus onéreux et plus puissant que l'Alpine A310. Alors bon, évidemment, elle a quelques défauts, notamment sa conception à l'ancienne avec son turbo on-off, mais c'est ce qui fait tout son charme aujourd'hui, et de toute façon, elle était avant tout pensée pour la course. Elle mérite et exige un minimum de métier pour procurer du plaisir sur les départementales sinueuses qui constituent son terrain de prédilection. C'est indéniablement une voiture délicate à mener si vous vous avisez d'en rechercher les limites, mais qui en revanche peut se révéler très amusante à mener si vous demeurez dans les limites de l'humilité. Alors si la Renault 5 Turbo, contrairement à la 205 Turbo 16, n'a jamais remporté la couronne mondiale en rallye, elle a tout de même rapporté bon nombre de victoires en championnats nationaux. Alors bien sûr, on peut toujours dresser des comparaisons avec toutes ces années de recul, en évoquant le fait que pour moins cher qu'une Renault 5 Turbo, on pouvait s'offrir une BMW 528i ou une Porsche 924, mais ça n'a pas vraiment de sens, les clientèles de ces modèles n'ayant pas grand-chose à voir avec ceux qui, en toute connaissance de cause, signaient un bon de commande pour se retrouver aux commandes justement d'un engin aussi peu utilisable que passionnant à conduire. Et la 5 Turbo finalement n'aura été construite qu'à un peu moins de 5000 exemplaires en 6 ans, et à l'heure actuelle c'est la première série qui est la plus typée, la plus caractérielle mais aussi la plus rare, avec 1700 exemplaires, qui a la faveur des collectionneurs, comptait donc environ 100 000 €, contre 68 000 € environ pour la Turbo 2 apparue à l'automne 1982 et qui déjà à l'époque était sensiblement moins coûteuse que la Turbo 1. La Turbo 2 fait moins rêver,
C'est vrai, mais c'est aussi la plus facile à trouver. Sinon, vous pouvez toujours essayer de mettre la main sur une rarissime version Lawrence, bardée de cuir dans tous les sens et de chénifie, dont nous parlerons juste après la version PPG. Alors déjà, PPG, c'est un fabricant américain de peinture, de chlore, de verre, de fibres de verre, enfin bref, rien de bien glamour. Mais au début des années 80, PPG a eu la très bonne idée de sponsoriser les courses d'IndyCar. Non content de sponsoriser le championnat, PPG mettait un point d'honneur à offrir à ses courses des pace cars spécifiques réalisés pour l'occasion. Il y en a eu de toutes sortes et de toutes marques, Oldsmobile Cutlass Sierra, Pontiac Fiero, Chevrolet Camaro, Ferrari Mondial, mais la plus célèbre pour nous, Français, restera la fabuleuse Renault AMC 5 Turbo PPG. Cette version sera réalisée pour PPG par Renault AMC sous la houlette du designer maison Richard Teague, et c'est à ce gars-là d'ailleurs qu'on doit aussi les drôles de fesses de l'AMC Pacer, mais aussi et surtout l'énorme carton que sera le Jeep Cherokee XJ. Autant dire que Richard touchait sa bille, et c'est lui qu'on retrouve à la baguette pour proposer une version un peu plus futuriste de la Renault 5 Turbo. Mis à part le design et les suspensions, tout est de série. La base est bel et bien une Renault 5 Turbo, mais avec sa carrosserie en fibre de verre, et ça change tout. Et parfois, les petits détails, ça change tout, comme pour cette version Lawrence. En effet, 6 ans avant l'apparition du logo Baccarat, l'idée d'une petite citadine de luxe avait germé dans la tête de deux passionnés et tentèrent d'imposer, avec leur marque automobile Lawrence, des Renault 5 de luxe. C'est donc en août 1982 que ces deux amis, Alain Roland et Philippe Lamiraud, qui étaient directeurs commerciaux chez Renault d'ailleurs, décident de créer une Renault 5 plus huppée, persuadés qu'il existe une clientèle dans les beaux quartiers prêt à débourser un peu plus cher pour une petite citadine de luxe. Il n'y aura aucune modification moteur et l'ensemble mécanique restera toujours strictement Renault, même s'il était possible d'opter pour n'importe quel moteur de la gamme, notamment le moteur de la R5 Alpine Turbo, puisque les modifications s'effectuaient sur tous les modèles. Il s'agit avant tout d'une transformation esthétique réalisée après la fabrication du modèle. Première modification d'importance, l'adoption du pare-choc et de la face avant de la Renault Le Car, une façon rapide et aisée de modifier l'allure de la voiture sans investissement. En revanche, la carrosserie va être particulièrement travaillée chez Chausson à Gennevilliers, ponçage, travail au marteau à planer, peinture spécifique métallisée, vernis, traitement anti-corrosion, rien n'est trop beau pour la petite Lawrence. À l'intérieur, la transformation est aussi radicale. Les sièges issus de la Turbo 2 à l'avant sont garnis de cuir Connolly, comme le tableau de bord et les accoudoirs d'ailleurs. Instrumentation spécifique, volant Motolita, chaîne stéréo alpine, toit ouvrant, ordinateur de bord, largement de quoi satisfaire une clientèle exigeante. Une version dite de ville va aussi être proposée. Il s'agit ni plus ni moins qu'une Renault 5 Société, donc sans banquette à l'arrière, transformée de la même manière. L'idée était de séduire des sociétés de luxe qui avaient besoin d'un petit véhicule de livraison correspondant à leur standing pour la modique somme de 82 000 francs. Ces Lawrence seront vendus au compte-gouttes entre 83 et 84, sans réseau commercial et avec un prix relativement élevé, difficile de faire un tabac, et avec l'arrivée de la Super 5 en 84, les automobiles Lawrence vont devoir s'adapter et proposer leur vision luxueuse du nouveau modèle, baptisé cette fois-ci Auteuil, mais nous en reparlerons. Malgré le relatif insuccès des versions Lawrence, il y a fort à parier que Renault a suivi l'affaire de près et s'en soit inspiré pour créer ces fameuses versions Baccarat. Mais revenons maintenant à des choses plus basiques, notamment la version iranienne qui sera produite jusqu'en 2008, ou encore la version espagnole avec un coffre dénommé Siete. En effet, les Espagnols mirent du temps à se convertir au haillon, et pour répondre aux exigences du marché, Renault lança en 1974 cette Siete. Elle la produisit à 240 000 exemplaires jusqu'en 82. D'ailleurs, pour la petite histoire, elle avait été étudiée dès 1969 en France, avant d'être recalée, puis réutilisée pour répondre aux spécificités espagnoles. La Siete disposait de deux moteurs 4 cylindres, soit un 1 litre de 50 chevaux, un moteur spécifique à l'Espagne qui permettait d'échapper à la surtaxe des moteurs de plus de 1050 cm3, ou un 1 litre 1 de 47 chevaux à partir de 79.
Sachez d'ailleurs qu'elle fut développée avant la sortie de la Renault 5 5 portes. Elle est donc basée sur la Renault 5 3 portes. Alors aujourd'hui, évidemment, on estime qu'il n'en reste plus beaucoup en état de marche, la faute à la corrosion essentiellement. Mais quitte à galérer à importer une rareté, autant aller direction l'Iran. En effet, l'automobile iranienne est un régal pour tout amateur de curiosité. Comme par exemple la Peugeot Pars, qui est en fait une 405 légèrement redessinée, ou la Cinade Vic, qui est en fait un Scénic de première génération avec une face avant qui donne l'impression de racler le sol. Les Iraniens nous gratifient aussi de voitures à leur sauce, des hybrides de plusieurs véhicules comme la 405 RD, qui n'était qu'une Paycan recarrossée en 405, transformant ainsi notre Peugeot national en propulsion, mais aussi la Renault Sepande PK et la New PK dont nous allons parler. Tout commence par un banal accord de production sous licence en 1976 entre Renault et la marque iranienne Sepa. Et je sais pas comment ça se prononce. Sepa. Bref, le but était de produire et de diffuser la Renault 5 en Iran sous le nom de Sepande. Les liens un peu tendus avec Renault la privent d'une amélioration façon Super 5 quand elle sortira chez nous, et la petite Sepande reste inchangée durant les années 80 et le début des années 90. Mais on arrive maintenant en 1993 et accrochez-vous parce que c'est là que ça devient un peu compliqué. Sepa acquiert les droits de production de la Mazda Pride, une petite voiture plus moderne, à la généalogie déjà bien compliquée. Elle est née Ford Festiva, mais fabriquée par Kia, dont Ford est alors l'un des actionnaires, et vendue en Europe sous le nom de Kia Pride, et elle est elle-même basée sur la Mazda 121, Mazda étant partenaire de Ford depuis 1979, mais aussi de Kia, et j'espère que vous suivez toujours. Bref, même si nous sommes dans les années 90, la Pride est bien plus moderne que la Sepande. Et Sepa revend l'outillage de la Sepande à Pars Khodro, une autre marque iranienne. Pars Khodro en profite pour faire un léger restylage en 1995, présentant une Sepande 2 tout juste modifiée. Deux événements vont changer le cours de l'histoire de la Sepande et permettre la naissance de la Sepande PK. Le premier est tout simple, en 2000, Renault suspend toute coopération avec Pars Khodro, et Pars Khodro se retrouve privé d'éléments mécaniques plutôt importants. Le deuxième, c'est le rachat de Pars Khodro par Sepa. La Sepande retrouve donc son ancien fabricant, mais se trouve en difficulté. Et c'est alors que surgit une idée géniale, parce que c'était déjà pas assez compliqué comme ça. Pourquoi ne pas profiter d'une autre base technique plus moderne pour continuer à produire la Sepande, tout en profitant de l'occasion pour rafraîchir le modèle? En voilà une idée qu'elle est bonne. C'est tout simplement chez Sepa qu'on va trouver la solution. La Kia Pride va fournir châssis, train roulant et moteur à la nouvelle petite Sepande PK, tandis que les carrosseries fabriquées en Iran seront à nouveau modernisées, entre guillemets, pour offrir une seconde jeunesse au modèle. Le moteur est en fait un Mazda B3 de 1,3 litre de cylindrée développant 57 chevaux. La Sepande PK sera produite de 2000 à 2005, date à laquelle elle sera remplacée par la New PK, dont la carrosserie évolue encore et qui reçoit le B3 Mazda à injection, développant cette fois-ci 62 chevaux. Sa production s'arrêtera en 2008, le modèle étant totalement dépassé et surtout reconnu comme le moins sûr des véhicules produits en Iran. Pas évident de continuer à en vendre dans ces conditions, d'autant que le marché iranien s'était largement modernisé avec notamment l'arrivée des Peugeot 206 sur le marché. Et voilà, vous savez tout. Et pour en revenir à cette question de savoir pourquoi la Renault 5 a attendu 7 ans avant d'avoir des portes à l'arrière, eh bien tout simplement parce qu'il y avait un accord entre Peugeot et Renault. En effet, en 1966, Peugeot et Renault signent un accord de coopération. Les deux marques allaient en effet partager des coûts de développement et on retrouvera bon nombre d'éléments communs sur les Renault 14 et les Peugeot 104. Et selon ces accords, pour ne pas se concurrencer sur le marché des petites citadines, Renault n'avait pas droit de sortir sa Renault 5 en version 5 portes. Et voilà, là maintenant, vous savez tout. Bon, je pense qu'il est temps de terminer cette vidéo. Alors évidemment,
J'ai pas pu vous parler des versions à 6 roues, par exemple, mais sinon, vraiment, la vidéo aurait duré, 6h30 à peu près. En tout cas, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sortons de nouvelles vidéos chaque semaine. Alors, en général, c'est plus court quand même, hein. Et dites-moi dans les commentaires quelle version de Renault 5 vous préférez. Vous pouvez également venir me rejoindre sur Insta. C'est très important d'ailleurs parce que j'aurai plein de choses à vous dire très prochainement. L'Insta, c'est RobinFortPVO, hein, vous trouverez de toute façon le lien dans la description, dans le premier commentaire épinglé, comme d'habitude. Merci encore une fois pour votre grande fidélité et tous vos messages que je reçois sur Insta, notamment parce que c'est plus simple pour communiquer avec vous. On se donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo. Merci à tous et ciao!